Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, J-7. Nous sommes à une semaine du premier tour des législatives. Alors, émission spéciale, évidemment, on va regarder de très près tous les enjeux du scrutin dans nos 5 départements. Si vous n'avez rien suivi à cette campagne, eh bien vous saurez tout dans moins d'une heure. Qui est candidat chez vous? Qui a ses chances? Ou peut-il y avoir des surprises? Analyse, reportage, on va passer en revue les forces en présence avec vous. Arnaud Leclerc, bonjour. Bonjour. Enseignant, chercheur en sciences politiques à l'Université de Nantes, merci d'être avec nous. Un mot déjà peut-être sur cette campagne, ou cette absence de campagne, pourrait-on dire. On avait fait déjà le constat évidemment à la présidentielle. Eh bien, rebelote pour ces législatives, on s'ennuie un petit peu quand même. C'est toujours le cas lorsqu'on a 2 élections qui s'enchaînent. Ça veut dire 4 tours. Ça fait une séquence politique extrêmement longue pour les électeurs. Et donc, il y a toujours une démobilisation. Pour beaucoup, l'enjeu principal, c'est la présidentielle, le chef est désigné. Et ensuite, ça s'arrête là. Seuls ceux qui sont plus politisés, qui ont un intérêt plus soutenu pour la politique, continuent de maintenir un intérêt et vont jusqu'à la législative. Donc, ça veut dire évidemment qu'il y a une abstention prévisible extrêmement importante, bien plus importante que pour la présidentielle. Et donc, on parlait d'un 3e tour. Finalement, c'est pas sûr qu'il ait lieu. Non, il n'y a jamais vraiment de 3e tour. Il y a 3e tour pour ceux qui s'intéressent de très près à la politique, mais pour les autres, beaucoup moins. Et c'est-à-dire potentiellement un électorat plus âgé. On dit que les jeunes vont avoir vraiment du mal à être mobilisés sur ce scrutin. Rappelons-nous que déjà à la présidentielle, il y avait des taux d'abstention chez les jeunes extrêmement élevés. Là, on est quasiment au double d'abstention attendue. Donc, évidemment, ça va être très, très considérable. Alors, on va commencer cette émission par une carte. Je vous l'avais montré, cette carte qui apparaît sur votre écran. Juste après la présidentielle, il y a quelques semaines, dans cette émission, c'est une projection de nos confrères de France Info sur les duels à venir sur ces législatives 2022 au second tour en Pays de la Loire. Alors, à l'époque, vous n'y croyez pas trop à ces projections. Vous aviez pris en tout cas beaucoup de pincettes pour les commenter. Est-ce que un mois, 6 semaines après, est-ce que ces duels possibles sont envisageables? On voit qu'en rose, il s'agirait d'un duel entre la NUPES, l'Alliance des gauches, et la majorité présidentielle, qui ne s'appelle plus d'ailleurs LREM, mais ensemble avec le parti Renaissance. Des triangulaires possibles aussi entre l'Alliance des gauches, le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Et puis en bleu, des duels majorité présidentielle, Rassemblement national. Est-ce qu'on peut se retrouver avec ce cas de figure la semaine prochaine? Alors, je ne crois pas complètement. D'abord, il y a trop de cas où c'est un duel avec le Rassemblement national. Je pense que ce sera plus faible que ça parce que c'est un parti qui est toujours en très grande difficulté sur les législatives. Son électorat se démobilise beaucoup. Il faut dire que cette carte a été réalisée à partir des résultats de la présidentielle, mais aussi des législatives 2017. Et je pense qu'on aura beaucoup de cas de duel entre la gauche et le camp d'Emmanuel Macron. Parce que d'une certaine manière, l'accord de la gauche, il a surtout comme intérêt pour eux de leur assurer une présence au second tour. Ça marche, semble-t-il. Sans que pour autant, ça assure une possibilité de victoire, ce qui est 2 choses bien différentes. Mélenchon Premier ministre, très clairement, là, à une semaine du scrutin, ça semble compliqué? Non, depuis le départ, de toute façon, c'est entre guillemets un slogan de campagne, mais c'est de la com. On savait que même du côté de la France Insoumise à l'échelle nationale, c'était une centaine de circonscriptions qui étaient attendues au mieux. Et le bloc tout réuni, Parti communiste, Parti socialiste, écologiste, plus LFI, ça faisait 180 à 200 maximum. Et la dynamique, ça s'est essoufflé? La majorité, c'est 289. Voilà, on en est loin, mais est-ce que ça s'est essoufflé, cette dynamique autour d'un 3e tour de Mélenchon Premier ministre, ou est-ce qu'ils ont quand même encore une chance de peser en tout cas sur la future Assemblée? On pourrait dire d'un certain point de vue, ils font le spectacle. L'animation se fait un peu autour d'eux. Jean-Luc Mélenchon a un certain talent pour ça. Mais ça ne suffira pas pour mobiliser énormément un électorat qui tendanciellement tend à se démobiliser. Alors, on va revenir au présent avec la carte des circonscriptions actuelles, celle depuis les législatives de 2017. On se rappelle de cet effet de surprise avec une vague en marche, vous la voyez en violet, qui avait déferlé notamment sur notre région. Est-ce qu'on peut revivre un grand chelem en Vendée, un grand chelem en Loire-Atlantique, en tout cas une déferlante en marche à ces prochaines législatives? Alors ça, c'est sûr que non. Donc il y aura une forme de rééquilibrage. Ça, c'est une certitude. Oui, alors dans certains départements, on peut penser que le camp d'Emmanuel Macron va faire un score très important et qu'un grand chelem n'est pas complètement impossible en Vendée, par exemple. Mais pour un département comme la Loire-Atlantique, on peut dire que c'est hautement improbable cette fois-ci. Le score fait en Maine-et-Loire ne devrait pas énormément changer, mais il y aura une forme de rééquilibrage, ça c'est certain. C'était un score complètement exceptionnel et très inattendu. C'est vraiment l'arrivée d'une vague.
Et on va voir justement maintenant, département par département, à quoi peut ressembler le paysage politique demain. On commence ce tour d'horizon par la Mayenne et ses 3 circonscriptions. C'est le plus petit département de notre région. 3 circonscriptions plutôt équilibrées politiquement pour le moment. Une à gauche, une au centre droit et une dernière pour la majorité présidentielle. Les 3 députés sortants se représentent, mais pas forcément avec la même étiquette. Explication avec Vincent Rénal. Mini-territoire, maxi-diversité. La Mayenne est le petit poussé de la région. Logiquement, ce département ne compte que 3 circonscriptions, plutôt équilibrées au niveau du positionnement politique, avec des députés sortant de gauche, de la majorité présidentielle et du centre droit, qui se représentent tous. Certains avec une bonne dose d'expérience de ce genre de mandat. C'est le cas dans la première circonscription de Guillaume Garot, candidat pour un 4e mandat, toujours pour le PS. Et l'ancien ministre délégué à l'agroalimentaire sous le gouvernement Ayrault est plutôt bien implanté sur ce territoire rural, qui recouvre aussi une grande partie de la ville de Laval, dont il a été maire pendant 4 ans. Dans le club des récidivistes, l'UDI Yannick Favennec fait encore plus fort. Dans la 3e circonscription, le plus ancien député en place en Pays de la Loire brigue un 5e mandat. Son slogan, cette fois, près de vous, avec vous, pour vous. Une formalité sans doute pour celui qui a pour habitude d'être réélu avec des scores très élevés, 61,5% en 2017. En cas de réélection, Yannick Favennec intégrera le groupe parlementaire Horizon à l'Assemblée. Dans la 2e, enfin, où Emmanuel Macron a obtenu 38% au premier tour de la présidentielle 2022, la sortante Géraldine Bagné, Modem, ex-professeure de l'enseignement secondaire, première femme élue députée en Mayenne en 2017, est elle aussi candidate à sa succession. Elle représente la majorité présidentielle. Un trio de sortants dans un département où Emmanuel Macron a obtenu au second tour de la présidentielle 64,21% des suffrages face à Marine Le Pen. Et où les Républicains sont à la peine. Ici, le parti a vu le nombre de ses militants fondre de moitié depuis 2007. Alors Arnaud Leclerc, on l'a vu, il y aura donc 2 candidats de la majorité présidentielle pour ce scrutin en Mayenne. Yannick Favennec est passé de l'UDI à la majorité présidentielle, la bannière Ensemble d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une surprise ? D'un certain point de vue, non, pas du tout. Je dirais que c'est dans la ligne de son positionnement. C'est plutôt le paysage politique qui change et les étiquettes plus que les convictions des candidats. Et donc, il est plutôt dans la ligne qu'il avait par le passé. C'est simplement, finalement, que la droite classique s'est radicalisée et que du coup, il ne s'y retrouve pas. D'où il fallait qu'il prenne le ses changement distances d'étiquette. par rapport à la nouvelle ligne. Et est-ce que les électeurs vont s'y retrouver ? C'est un petit peu déroutant. En réalité, quand on est une personnalité comme il l'est, plein de fois réélu, c'est son 5e mandat, il y a un effet d'identification. Il est connu en tant que Yannick Favennec, bien plus que par l'étiquette politique qu'il porte. Donc pas une grande prise de Donc risque. ça n'a pas une grande prise de risque. Alors à l'inverse, Géraldine Bagné sur la 2e circonscription, députée sortante, c'est peut-être la moins connue des 3. Et l'affaire se complique pour elle car elle a également un candidat dissident sur sa circonscription en la matière du maire de Cossé-le-Vivien, Christophe Langouette, qui soutient lui aussi Emmanuel Macron mais qui n'a pas l'investiture de la majorité présidentielle. Ça peut être un peu plus compliqué quand même pour Géraldine Bagné. Oui, ça c'est sûr. Pour le coup, il n'y a pas l'effet d'identification et une personnalité extrêmement connue et en place dans le territoire. On l'a assez peu vu sur le terrain. Exactement. C'est ce que nous disent les et électeurs. on voit bien que la candidature dissidente, elle est extrêmement soutenue par les élus. Et ça, c'est toujours un signe extrêmement inquiétant pour un député sortant de voir un adversaire qui est reconnu par le terrain et soutenu par le terrain. Donc oui, c'est une fragilité importante. Dans la dernière circonscription, en l'occurrence la première, celle du socialiste Guillaume Garot, c'est la circonscription autour de Laval et c'est là que se sont rendus Pierre-Éric Cali et Florie Cotenceau. Regardez leur reportage. Sur les affiches du candidat sortant Guillaume Garot, il faut avoir une très bonne vision pour découvrir le logo du Parti socialiste. Et puis, nouveauté, il représente aussi pour cette élection la nouvelle Union populaire écologique et sociale, sans renier pour autant son ADN. Eh bien, il y aura ce qu'on appelle un intergroupe, ça veut dire une liaison, bien sûr, entre les différents groupes qui composent la gauche et l'écologie. Mais ce qui est important, c'est de rester soi-même. Moi, je reste moi-même et je resterai ce que j'ai toujours été. Je suis député socialiste et je continuerai de siéger au groupe des députés socialistes. Celui qui brigue un 4e mandat était arrivé à la surprise générale à battre François Daubert en 2007 aux législatives et en 2008 aux municipales. Et oui, Laval retrouvait avec Garot son âme de gauche. 2022, pas de quoi faire peur aux candidats de droite. On l'a démontré lors des élections
précédentes, mais néanmoins, il y a quand même un électorat de droite dans la ville de Laval, et la première circonscription n'est pas uniquement Laval, c'est tout un territoire, avec notamment des parties plus rurales, où nous avons un électorat qui est quand même important dans ces zones. Et ce jeune prof de français insiste sur son positionnement centriste. Ça tombe bien, c'est l'image quasi éternelle d'une Mayenne plutôt consensuelle. Et si Maillard est un petit nouveau de la politique locale, Béatrice Mottier, elle, a déjà tâté des législatives, c'était en 2007. Cette fois, elle ne part plus seule, mais ensemble. La Mayenne est un département de modération par définition. Ensemble, c'est une alliance qui représente la majorité présidentielle et qui regroupe le MoDem, Horizon et Renaissance. C'est la nouvelle majorité présidentielle qui a su agréger des partis divers de centre-droit et de centre-gauche et qui promeut le programme du président de la République. Sans oublier les 5 autres candidats, dont Sandra Roqueton du Rassemblement national, déjà critiquée pour son absence remarquée en ce début de campagne électorale. Voilà, on parlait tout à l'heure de forte notoriété avec Yannick Favennec. C'est le cas évidemment aussi avec Guillaume Garot. Ça suffit pour une élection législative. On n'a pas besoin de mettre sur son affiche Parti socialiste, NUPES. On se fait élire uniquement sur son nom. Oui, dans des situations comme la sienne, bien entendu. Et puis, c'est pas nécessairement un argument très vendeur aujourd'hui d'avoir une étiquette Parti socialiste sur son affiche. Les candidats l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle c'est minoré. Jean-Luc Mélenchon non plus, peut-être, en Mayenne ? Bien sûr, c'est pas non plus un argument de vente, particulièrement dans un territoire comme celui-là. Oui. Un mot sur la droite dont on n'a pas encore parlé, la quasi-disparition des LR, c'est le cas un peu partout dans la région, on en a une première illustration là. Exactement, c'est quelque chose qui est quand même une transformation d'une très grande ampleur. On est dans un bastion de la droite et finalement, la droite classique type les Républicains va se trouver hors jeu. Ils avaient jusque-là 1 à 2 circonscriptions presque à chaque fois dans un département où il n'y en a que 3. Si on résume en un mot, statu quo a priori pour la Mayenne, si on devait faire un pronostic ? Oui, statu quo avec les changements d'étiquette qu'on a indiqués. Allez, on va passer maintenant au département voisin, la Sarthe. On en a beaucoup parlé de la Sarthe il y a quelques semaines pendant les négociations. On se souvient houleuses autour de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Aujourd'hui, la situation est-elle apaisée ? On va voir ça dans ce panorama avec Thierry Fourmy. La Sarthe, c'est 411 000 électeurs et 5 circonscriptions. Et il y a 5 ans, il n'y avait pas eu de vague de la majorité présidentielle. Le parti d'Emmanuel Macron avait remporté seulement 2 circonscriptions, 2 députés LREM sortants qui ne se représentent pas d'ailleurs le 12 juin prochain. De son côté, le PS avait remporté 2 circonscriptions et LR une seule, et la campagne 2022 a été marquée par la division, aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, le LR a vu donc son seul député sortant, Jean-Carl Grelier, rejoindre durant cette campagne Renaissance, le parti présidentiel, ce qui a provoqué un vif émoi au sein de la droite sartoise. Et à gauche, eh bien, même problématique, la députée PS sortante Marietta Karamanli partira sous l'investiture de la nouvelle Union populaire et le PS local de Stéphane Le Foll donc présentera finalement 5 candidats hors accord. Ces divisions pourraient favoriser l'élection d'un député Rassemblement national. Eh bien, la question est posée. Le parti de Marine Le Pen, fort de l'excellent score du RN lors de la dernière présidentielle, présentera 5 candidats dans les 5 circonscriptions du département. Voilà, Arnaud Leclerc, on va revenir sur ce feuilleton politique, la guerre des gauches en Sarthe. 5 candidats dissidents socialistes sur 5 circonscriptions. Est-ce qu'il faut y voir l'ombre de Stéphane Le Foll ? On voit son visage apparaître derrière nous. Oui, bien sûr, et peut-être au-delà. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu un trouble, en particulier au Parti socialiste, pour passer cet accord. Ça a été compliqué et que très certainement, cette tension, on va la voir réapparaître après le 2e tour. Donc, la position qu'il a prise, l'opposition, disons, à cette union, c'est quelque chose qui risque de ressortir tout de suite après l'élection. Alors on va voir la carte pour le moment du découpage des circonscriptions et des résultats de 2017 en Sarthe. Les socialistes avaient 2 sièges. Est-ce qu'ils sont menacés très concrètement ? Marietta Karamanli, elle, repart, mais sous l'étiquette NUPES, ce qui n'est pas le cas de Sylvie Tolmont, qui est donc en dissidence. Est-ce que ces deux candidates sortantes sont menacées par cette division de la gauche ? Non, je ne crois pas. En fait, pas tellement. Ça va faire un premier tour un peu plus tendu, un peu plus difficile, mais je pense que malgré tout, ils sont en situation d'être conduits. Dans les élections, les séquences électorales qu'on a connues là depuis 2 ans quasiment, on a toujours eu des abstentions extrêmement fortes et en même temps
une extraordinaire prime au sortant. Et là, vraisemblablement, ce sera cette situation. Alors, primo sortant, ce ne sera pas le cas, évidemment, pour Damien Pichereau et Pascal Fontenelle-Personne. Vous voyez qu'on les a grisés sur notre présentation. Ils ne se représentent pas, les deux députés En Marche. Ils défendaient chacun le mandat unique, d'ailleurs. Est-ce que c'est dangereux pour la majorité présidentielle? Est-ce que c'est des sièges menacés, là aussi? À chaque fois qu'on a une situation où il y a un nouveau candidat ou une transition, c'est une situation plus instable et qui offre la possibilité d'une bascule. Après, ça dépend un peu des circonstances politiques et de l'adversité. Et donc là, potentiellement... Moi, je pense qu'il quand même, il y a des... Sur la première, par exemple, ça va être un peu plus tendu. Disons, le fait qu'il y ait des dissidences, ça a créé une situation où c'est beaucoup moins confortable que ce qui s'était passé en 2017. Alors, on vient de le dire, la majorité présidentielle a perdu, entre guillemets, 2 candidats, mais on pourrait presque dire qu'elle en gagne un en la personne de Jean-Carl Grelier. On l'a vu dans la présentation de Thierry Fourmy, député qui était apparenté LR et qui est passé, lui aussi, sous la bannière de la majorité présidentielle dans la 5e circonscription. Vous allez voir que dans cette circonscription, à gauche comme à droite, eh bien, c'est vraiment pas simple de s'y retrouver. Reportage de Maïna Sikarkras. Du Mans Nord à la Ferté-Bernard, la 5e circonscription de la Sarthe est essentiellement rurale. Avec plus de 118 000 habitants, 2 enjeux de taille se sont glissés dans cette campagne aux législatives. Premier chamboulement, le candidat sortant Jean-Carl Grelier, anciennement Les Républicains, a rejoint le parti présidentiel. Je n'étais qu'apparenté au groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est la suite d'un cheminement politique qui est le mien depuis plus de 30 ans. Je suis issu de la droite sociale, libérale, européenne. Et plus le temps avançait, et moins je me retrouvais dans les prises de position de mon parti politique. Ce que je vois qui se dessine pour l'été qui vient, c'est le retour de Laurent Wauquiez, le retour d'Éric Ciotti, le retour de Julien Aubert. Et cette droite-là n'est pas la mienne. Et pourtant, c'est Anne Beauchef, sa colistière, qui siège chez les Républicains. De quoi semer le doute chez les électeurs et agacer Noah Lerosier, 18 ans, le jeune candidat investi en fin de campagne par les Républicains. Et moi, ce que je vous promets, c'est de venir vous voir au moins une fois par mois sur ces marchés pour échanger avec vous, parce que c'est comme ça qu'on vous représente le mieux. Je veux surtout mettre nos électeurs en alerte, puisque Jean-Carl Grelier essaye d'une certaine manière de les tromper, puisque sur ses affiches officielles ainsi que sur ses documents, sur ses circulaires, il a écrit candidat de la droite et du centre, ce qui est faux, puisqu'il a signé la charte de soumission d'Emmanuel Macron et il s'engage à appliquer, à voter, sans broncher, les textes que le gouvernement va leur proposer. Autre enjeu de cette campagne, la gauche encore et toujours plus divisée en Sarthe. La fédération du Parti socialiste du département n'a pas souhaité se rallier à l'accord national entre les communistes, les écologistes et la France insoumise. Alors, du côté NUPES, on a une telle différence sur des points fondamentaux dans le programme que je ne pense pas qu'on puisse se sentir représenté quand on est socialiste, qu'on a défendu la social-démocratie, sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée, madame. Du côté des militants et candidats NUPES, on déplore la fronde menée par Stéphane Le Foll en dehors de l'accord national. Officiellement, je suis le candidat PS sur la circonscription. On a en face de nous M. Le Foll, qui est devenu dissident depuis qu'il a gouverné avec M. Hollande. Donc c'est assez incroyable. Mais on va faire effectivement de notre mieux pour convaincre la population sur notre programme. Depuis 2002, la 5e circonscription de la Sarthe vote à droite. On devrait assister à un statu quo malgré toutes ces divisions. Eh oui, des divisions nombreuses et au final, peut-être le risque pour les lecteurs de ne plus rien comprendre, de ne plus savoir où on habite là quand même. On est en pleine transformation du paysage politique et en Sarthe, c'est vraiment spectaculaire puisque les dissidences sont un peu de partout, les changements d'étiquette sont un peu de partout. C'est sûr que pour le les cas lecteurs... Jean-Carl Grelier, par exemple. Oui, mais c'est un peu le cas de Yannick Favennec tout à l'heure en Mayenne. Il y a une certaine continuité intellectuelle. Il a plutôt toujours été une droite relativement modérée et simplement... Son parti de rattachement se radicalise, il ne se retrouve pas. Le changement d'étiquette est plus lié à la modification du paysage national qu'à son comportement à lui. Donc, voilà. Un mot sur le Rassemblement national, une droite évidemment beaucoup plus radicale. Elle progresse fortement à la présidentielle. Est-ce qu'il y aura un effet sur ces législatives en Sarthe ? C'est très peu probable. En réalité, le Rassemblement national, lorsqu'il arrive sur les législatives, il perd énormément de son électorat. Et là, il y a des grandes chances, alors, sauf en raison des
de la concurrence. Il peut parfois passer la rampe pour être au second tour, mais il n'a aucune chance de gagner. Allez, on continue notre tour d'horizon avec la Vendée. Là-bas, la situation est un petit peu moins incertaine. Tous les sortants se représentent. Ils sont macronistes, élus lors d'un grand chelem il y a 5 ans, 5 sur 5, les 5 circonscriptions. Regardez cette photographie politique en Vendée, elle est signée Vincent Rénal. La Vendée, terre macroniste depuis 2017, compte 5 circonscriptions. Ici, Emmanuel Macron est arrivé en tête au second tour de la présidentielle avec près de 62% des suffrages. Il y a 5 ans, la majorité présidentielle avait d'ailleurs tout raflé. Aujourd'hui, seuls 4 députés sur 5 ont obtenu l'investiture. Qu'à cela ne tienne, Patrick Loiseau, dans la deuxième, a décidé de maintenir sa candidature. Prié de s'effacer au profit de la conseillère municipale lyonnaise Béatrice Bellamy, récent transfuge des Républicains, Loiseau se présente, dit-il, librement et en toute légitimité. Les nominés officiels sont Philippe Latombe dans la première, investi en 2017 dans le cadre d'un accord conclu entre le MoDem et La République En Marche. À l'époque largement en tête dès le premier tour et élu face au député sortant LR, Alain Leboeuf. Le député sortant de la troisième, Stéphane Buchou, lui aussi rempile. Secrétaire départemental d'En Marche en Vendée depuis 2016, il avait largement battu la candidate LR au second tour avec plus de 60% des voix lors des dernières législatives. La députée sortante LREM de la 4e circonscription, Martine Le Guille-Ballois, se présente également. Titulaire d'un doctorat en droit, cette avocate avait battu un candidat de l'UDI en 2017 avec 62,5% des suffrages. Dans la 5e, le jeune sortant Pierre Henriet, 30 ans, élu plus jeune député de France en 2017, en veut encore. Pour cet ex-professeur de mathématiques, l'équation n'est pas simpliste. La circonscription dans laquelle il se représente est celle où Marine Le Pen a fait le meilleur score au premier tour de la présidentielle, avec 27,5% des voix. Voilà, et on va revoir cette liste des députés sortants, 5 députés macronistes. Ils étaient complètement inconnus il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que 5 ans plus tard, ils sont pas beaucoup plus connus? Oui, globalement, c'est-à-dire que avoir de l'activité au Parlement, c'est pas nécessairement avoir une activité reconnue sur place, sauf si on fait beaucoup de terrain, ça peut être leur cas. Donc pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup percé, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont en situation difficile, parce qu'en termes de réélection, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes face à eux. Donc le grand chelem, potentiellement, peut se répéter la semaine prochaine. Oui, alors il peut y avoir dans telle ou telle circonscription une figure politique qui peut venir challenger. La deuxième, par exemple, celle de Patrick Loiseau. On rappelle qu'il n'a pas l'investiture de la majorité présidentielle. Là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Ça va être Béatrice Bellamy, donc, qui vient des Républicains. Qui vient des Républicains. Ça va être un peu plus challengé, un peu plus difficile, mais c'est malgré tout possible que le camp du groupe Emmanuel Macron puisse récupérer ce siège. C'est même probable. Même chose sur d'autres circonscriptions. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui a un ancrage, qui a une identification forte, il y a challenge possible. Mais dans la plupart des cas, les sortants sont en situation extrêmement avantageuse. Et ce challenge, est-ce qu'il peut venir de la part de la gauche, de la NUP? On voyait la carte tout à l'heure, potentiellement des seconds tours accessibles en Vendée. Des seconds tours accessibles, mais c'est tout. C'est-à-dire que jamais la gauche n'est en position de pouvoir regagner des circonscriptions. Rappelons qu'historiquement, il y a eu plusieurs circonscriptions qui ont été à gauche en Vendée, mais dans le sud notamment. Mais c'est plus du tout la situation d'aujourd'hui. Alors en effet, c'est un territoire de droite, la Vendée. La droite qui veut remettre la main sur son précaré vendéen, à l'image de Véronique Besse, c'est la maire des Herbiers, ancienne députée. Elle repart au combat, candidate sur la 4e circonscription, qui avait basculé cette circonscription, on s'en rappelle, du côté des marcheurs en 2017. Reportage sur place de Quentin Carudel et de Boris Bioche. Elle était son bastion, c'est aujourd'hui sa terre promise, la 4e circonscription. Il y a 5 ans, Véronique Besse, alors députée sortante, ne s'était pas représentée. Mais pour la maire des Herbiers, la donne a changé. Aujourd'hui, elle décide de repartir en campagne pour les législatives. J'étais aussi pas mal sollicitée par les élus, par les forces vives pour repartir. Et puis voilà, j'ai bien réfléchi et je me suis lancée à nouveau dans cette aventure des législatives. Et moi, je souhaite vraiment être un trait d'union entre le terrain et l'Assemblée nationale, entre le terrain et Paris. Attachée parlementaire de Philippe de Villiers, elle prend sa suite à l'Assemblée en 2005. Proche de son prédécesseur, Véronique Besse aurait-elle profité d'un accord entre Éric Zemmour et l'ancien député souverainiste, car aucun candidat Reconquête n'a été investi face à elle.
Il n'y a pas de candidat Reconquête, il n'y a pas de candidat LR non plus, mais il n'y a pas de deal avec ces partis, simplement qui même me suit, comme on dit communément. Et je constate, c'est un constat que je fais, que ces deux partis me soutiennent, n'ont pas mis de candidat en face, parce qu'ils considèrent certainement que je peux être la candidate de la droite. De son côté, le Rassemblement national ne croit pas un seul instant qu'il n'y ait pas eu de pacte à droite et s'amuse de la situation. Nous, on fera notre travail d'opposition. Moi, je regrette que Mme Besse n'ait pas le courage de mettre son logo Reconquête sur l'affiche. Ça aurait été plus honnête de le faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, être divers droite quand on est sponsorisé par Reconquête, c'est quand même un peu bizarre. Candidate à sa réélection, Martine Le Guy-Ballois de la majorité présidentielle fait face à une dissidence et au retour de la droite dure. Mais pour elle, une seule stratégie, le terrain. Je ne vous cache pas qu'en réalité, je continue mon travail. Parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on travaille pour eux. Alors, faire campagne, aller voir, se montrer à différents endroits, ça n'a jamais été mon truc. Je préfère l'efficacité, c'est ma manière de faire campagne. Reste à savoir maintenant si la députée sortante réussira à tenir bon face à une droite bien décidée à reprendre sa place. Bon, on va être très clair, il y a eu un accord quand même sur cette circonscription. Bien entendu, et d'ailleurs il y a eu un accord sur l'ensemble de la Vendée, puisqu'il n'y a pas de candidat Reconquête présenté dès lors qu'il y a des candidats villiéristes. Sur la 3e et la 4e. Voilà. Ça veut dire que la droite dure est de retour en Vendée et qu'elle a ses chances ? Elle a des chances à partir du moment où il y a une personnalité très connue, identifiée, qui a été plusieurs fois députée, etc., comme Véronique Besse. Donc là, c'est possible, c'est un challenge possible. Dans les autres cas, non. C'est-à-dire, franchement, aujourd'hui, la dynamique est du côté du camp Macron. Ils ont fait un grand chelem, ils ont des sortants, c'est quand même une structure très favorable. On prépare peut-être la suite. Exactement. Allez, on va passer à notre 4e département. Il s'agit de la Loire-Atlantique. C'est le département qui compte le plus de circonscriptions, 10 circonscriptions. Là aussi, un grand chelem historique. Il y a 5 ans, pour En Marche et le MoDem, en 2017, 5 ans plus tard, eh bien, on fait le point sur la situation avec Mathieu Guillerot. Après le raz-de-marée de La République En Marche il y a 5 ans, le scrutin s'annonce plus incertain cette année pour ces législatives en Loire-Atlantique. Le seul département de la région classé à gauche où 8 députés sortants sur 10 ont choisi de se représenter. Une primo sortante dont entend bien bénéficier l'ancienne secrétaire d'État en charge de la jeunesse, la MoDem Sarah El Haïry. Elle partira favorite dans la 5e circonscription, celle de Carquefou, sous la bannière Ensemble. Autre députée sortante qui se représente, Sandrine Josso, réinvestie candidate Ensemble sur la 7e circonscription au terme d'un long feuilleton marqué par une fronde des marcheurs locaux. Au cœur de leurs critiques, son prétendu manque d'investissement ainsi qu'un conflit judiciaire l'opposant à son ancien attaché parlementaire. Résultat, sur la presqu'île guérandaise, la majorité partira divisée. L'ancien candidat LREM à la mairie de La Baule, Jean-Yves Gontier, se présente en dissident pour faire tomber Sandrine Josso. Une dissidence au sein de la majorité, un scénario qui se répète dans les 6e et 9e circonscriptions et qui pourrait bien faire le jeu de l'opposition. Une opposition, elle aussi, en proie à une guerre fratricide dans la 8e circonscription où le socialiste Xavier Perrin, soutenu par le maire PS de Saint-Nazaire, David Samzin, maintient sa candidature face au candidat de l'Union de la gauche, NUPS, l'insoumis Mathias Tavel, un conseiller régional venu du Mans. Un parachutage inadmissible pour les socialistes nazériens. Parmi les autres circonscriptions à suivre, la première, celle de Nantes-Orvault, où l'ancien ministre François de Rugy passe la main à son suppléant, le Nantais Mounir Belhamiti. Face à lui, le candidat socialiste Karine Ben Brahim croit en ses chances de voir la gauche unie détrôner La République En Marche. Même ambition dans la 2e circonscription où le candidat de la NUPS, Andy Kerbrat, entend bien défier la marcheuse sortante Valérie Opelt. Andy Kerbrat, victime de tags injurieux devant son domicile et qui a reçu le soutien de l'ensemble de la classe politique du Parti socialiste jusqu'à Reconquête. Un dernier chiffre, 118, le nombre de candidats titulaires, 65 hommes, 53 femmes. La parité attendra encore un peu. Eh bien voilà, on voulait une campagne animée. On peut dire qu'en Loire-Atlantique, on est servi, Arnaud Leclerc. On va commencer par parler de la gauche qui espère bien reconquérir ces 8 circonscriptions perdues dans le département en 2017. D'abord à Nantes, est-ce que l'Union de la gauche, la NUPES, a ses chances ? On entendait Karim Ben Brahim, par exemple, le seul candidat PS sur le département dans la première. Est-ce qu'il a ses chances ? Oui, en fait, sur les 5 circonscriptions qui concernent Nantes,
Il y en a 3 où les candidats de la gauche ont une chance sérieuse. Une pour un candidat venant du Parti socialiste, Karim Benbrahim, donc c'est la circonscription Nantes-Nord-Orvault. Dans la circonscription centre, là aussi, la deuxième, celle un candidat, de Valérie Opelt. Exactement, c'est un candidat plutôt LFI ici, Andy Kerbrad, qui est plutôt en position de force. Et puis Mais pour c'était la circonscription où Jean-Luc Mélenchon a fait son meilleur score à la présidentielle. Exactement. Donc il part quand même avec un avantage. Il y a un potentiel, voilà, on sait bien que cet électorat de centre-ville, en partie, a fait une bascule à gauche depuis pas mal d'années. C'est une circonscription qui a été plusieurs fois à gauche. Donc il y aura un vrai match là, sur la deuxième. Il y aura un vrai match. Et il y a aussi, sur la 4e circonscription, une candidate écologiste, pour le coup, Julie Lernos, qui est aussi en position de pouvoir gagner. Donc, face à Aude Amadou, qui est peut-être moins identifié. Exactement, ça veut dire 3 situations sur 5 où la gauche, entre guillemets, peut se refaire par rapport à la situation de 2017. Mais par contre, une ventilation entre les différents partis de gauche qui est très très différente de ce qu'on a connu par le passé. Et pour autant, on n'entend quand même pas beaucoup Johanna Rolland dans cette affaire, la maire socialiste de Nantes. C'était pas son rôle de s'investir dans cette campagne-là ? Non, je crois pas. En l'occurrence, c'est plutôt après que les questions vont se poser. Pour l'instant, il y avait un accord politique à gauche, essentiellement électoral et défensif. La question des grandes transformations de la gauche, elle se posera ensuite. On avait entendu Jean-Marc Ayrault, par exemple, au moment de l'accord de la gauche, et notamment sur cette 3e circonscription, qui était la sienne et qui n'est finalement pas revenue à un candidat socialiste. Ça a été une vexation quand même assez forte pour les socialistes. Oui, et c'est pour ça que le débat ressortira après le second tour. On comprend bien que c'est compliqué pour les socialistes d'être avec la France Insoumise, et ce sera sans doute compliqué pour les électeurs habituels du Parti socialiste d'aller vers le vote de la France Insoumise. Alors, on a parlé un petit peu de la situation nantaise. On va aller voir ce qui se passe maintenant sur le littoral. Et là, de nouveau, gros bazar sur le littoral avec ce parachutage de Mathias Tavel, qui est une figure de la France Insoumise en Pays de la Loire et qui sera donc candidat dans la 8e circonscription, celle d'Audrey Dufeu. Est-ce qu'il a ses chances, Mathias Tavel, le Sartois, qui est venu prendre l'air de la mer à Saint-Nazaire ? En tous les cas, c'est un vrai test pour savoir si une élection législative, c'est plutôt une élection nationale ou plutôt une question locale. Pour lui, c'est clairement une élection nationale. Pour lui, c'est clairement un parachutage. Le parti a décidé qu'il devait être là. Et en même temps, il a face à lui, entre guillemets, une dissidence à gauche de quelqu'un qui est ancré, soutenu par le maire de Saint-Nazaire. Et donc là, on va voir quelle est la logique qui pèse le plus aux yeux des électeurs. Cette dissidence, elle est risquée, celle de Xavier Perrin ? Elle peut le mettre en difficulté. Elle peut le mettre en difficulté, Mathias Tavel, ça c'est sûr. Et Audrey Dufeu, quel potentiel elle a, est-ce qu'elle est appréciée sur son territoire? Quel bilan? Comme pour les autres, elle a largement l'avantage d'une certaine prime au sortant. N'oublions pas que l'électorat qui va se déplacer à cette élection, c'est tendanciellement un électorat âgé qui a un intérêt pour la politique et qui suit les sortants. Ça correspond à la structure du vote Emmanuel Macron. Ouais, beaucoup plus que celle de Jean-Luc Mélenchon. On va aller juste à côté, du côté de La Baule-Guérande. Et là aussi, les ennuis continuent. Sandrine Josso, qui est la députée sortante, a été complètement lâchée par ses propres militants. Sa campagne ressemble clairement à un chemin de croix. On est donc allé voir ce qui se passe sur cette 7e circonscription et quelle était l'ambiance. C'est avec Juliette Poirier. Bonjour. Malgré un contexte tendu, Sandrine Josso est repartie en campagne confortée et confiante. Les choses se clarifient au fur et à mesure du temps. Il y a suffisamment d'éléments pour comprendre qui est la candidate majorité présidentielle qui est investie officiellement. Et puis, il y a le dissident. Qu'est-ce qu'on devrait faire plus et mieux? Tenir les promesses. La députée, ex-LREM devenue MoDem, assume son choix, mais un conflit judiciaire l'oppose à une ancienne attachée parlementaire. La décision sera rendue le 10 juin. Pour les militants locaux de Renaissance, c'est la goutte d'eau. On l'a dit dès le départ, on soutiendra le candidat investi, quel qu'il soit, sauf Sandrine Josso. Ça va porter préjudice parce qu'on risque fortement de perdre la circonscription. On ne fera pas de vague, voilà, les choses sont en état, mais on vivra ce moment sans doute un peu, pas très facilement. Pas de vague et donc aucune campagne, ni pour la candidate officielle, ni pour le candidat dissident Jean-Yves Gontier, exclu du parti. Il s'affiche pourtant avec Emmanuel Macron contre Sandrine Josso. Très bien, on se retrouve tout de suite. L'investiture, elle a été faite à la dernière minute, dans la douleur. Elle a été jugée scandaleuse par l'ensemble des militants. Donc on était dans une impasse. Il fallait une autre candidature, une candidature légitime
et crédible. Et il serait temps que les instances nationales et que les appareils prennent en compte la situation du terrain. Madame Josso, comment dirais-je, elle a été avec vous, après elle a été territoire, je ne sais pas d'où, maintenant elle est au Modem. 4 fois de parti politique. Ça ressemble à quoi ça, monsieur? Un message brouillé et des tensions qui pourraient servir un troisième candidat, Bertrand Plouvier, adjoint au maire de La Baule, Franck Louvrier, lui-même très macro-compatible. Je ne suis là pas pour arbitrer les querelles d'ego entre une députée fantôme et un candidat fantoche, et je ne suis pas là non plus pour commenter leur démêlés judiciaires. Je suis un homme de droite, engagé, j'ai dit que je soutiendrai les mesures du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'elles iront dans le bon sens pour le territoire et pour la circonscription. Sur la presqu'île guérandaise, à une semaine du premier tour, difficile pour les électeurs d'y voir clair. Voilà, et situation compliquée pour Sandrine Josso sur cette 7e circonscription. Des ennuis judiciaires également pour Anne-France Brunet dans la 3e. Elle est accusée de harcèlement par une ancienne collaboratrice. Pourquoi avoir réinvesti ces profils qui potentiellement peuvent avoir des casseroles ? Alors pour le cas de Sandrine Josso, c'est clairement une question d'appareil politique. Un accord avec le Modem, on sait que c'est... C'est un accord avec le Modem, et en gros le Modem était dans la logique, on veut garder une élue femme sur une circonscription, au moins à l'échelle de la Loire-Atlantique, et donc comme elle était la candidate, voilà. Et pour Anne-France Brunet ? C'est plus compliqué lorsque c'est des affaires de ce type-là, parce qu'il y a aussi la présomption d'innocence, donc c'est difficile de tout de suite sortir la personne, ça dépend un peu de la nature, et c'est arrivé tard en plus. En un mot rapidement, Sarah El Haïry, Sophie Errant, Yannick Horry, Jordan Hainaut qui remplace Yves Daniel, pour tous ces candidats En Marche, feu vert, on est d'accord ? Feu vert, c'est voie royale. Voie royale. Allez, on passe à notre dernier département, il s'agit du Maine-et-Loire, 5e et dernier département aujourd'hui. Pas de grand chelem il y a 5 ans, il s'en est fallu de rien quand même, hein. La République En Marche et le Modem avaient remporté 6 des 7 circonscriptions. Aujourd'hui, tous les sortants se représentent, sauf Mathieu Orphelin. On l'entendra d'ailleurs tout à l'heure, candidat sortant sur la première circonscription. Mais d'abord, on va voir quels sont les points chauds dans le département. Et c'est avec Jérémy Armand. C'est l'un des points chauds de cette campagne des élections législatives dans le Maine-et-Loire, la 5e circonscription qui comprend la ville de Cholet. Député sortant, Denis Masseglia se représente pour un second mandat alors qu'il peut compter sur le très bon score d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Plus de 40% des voix, son deuxième meilleur score à l'échelle de la région. Mais un homme ne l'entend pas de cette oreille, il s'agit du maire de Cholet depuis plus de 25 ans, Gilles Bourdoulex, qui a un temps envisagé de se présenter. Finalement, il soutient Jacqueline Ligaud, peu connu si ce n'est son patronyme, Ligaud, celui d'un ancien maire de Cholet. Enfin, pour ajouter un peu de confusion, un macroniste de la première heure, Jean-Michel Debar, se présente également en tant que dissident. Un homme espère profiter de cette division, il s'agit de Christophe Hérault qui portera les couleurs de la nouvelle Union populaire. Autre circonscription à enjeu dans le Maine-et-Loire, la 3e, celle qui englobe le nord-est de l'Anjou, une terre rurale, l'une des 2 seules détenues par le parti Les Républicains en Pays de la Loire. La députée sortante, Anne-Laure Blin, se représente. Elle est favorite, même si elle devra labourer à sa droite, car ici, Marine Le Pen, il y a 2 mois, a réalisé près de 30% des voix, l'un de ses 2 meilleurs scores dans la région Pays de la Loire. Le Rassemblement national présente un candidat, ici, qui a sa propre fille, également candidate dans la circonscription de Segré, tandis que la candidate à Cholet est l'épouse du candidat à Angers-Nord. Au Rassemblement national, la politique est avant tout une affaire de famille. Arnaud Leclerc, Anne-Laure Blin sur la 3e circonscription, pas si facile que ça quand même. Pas sûr, je pense. Jean-Charles Taugourdeau, qui avait été élu il y a 5 ans, ça avait été relativement serré, 52%. Potentiellement un score plus large pour Anne-Laure Blin 5 ans plus tard ? Là encore, je crois que l'effet primo-sortant peut être extrêmement important. La nature de l'électorat qui se déplace fait que c'est presque structurel. Donc moi, je serais plutôt confiant. Plutôt confiant. Et donc si on suit votre raisonnement, pour les autres sortants, Stella Dupont dans la 2e, Laetitia Saint-Paul dans la 4e, Nicole Dubré-Chirat sur la 6e et Philippe Bolo sur la 7e. On les voit derrière nous. Pour tout cela, pas trop de soucis à se faire a priori. Oui, exactement. Donc bon. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. La grande incertitude, c'est sur la première. Et on suivra ça évidemment parce que cette première circonscription a peut-être valeur de test pour le parti. Horizon, c'est évidemment le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de Christophe Béchu, maire d'Angers, devenu ministre il y a quelques jours. Vous allez voir que son ombre plane en effet sur cette première circonscription du Maine-et-Loire. Reportage de Jérémy Armand et de Florie Cotenceau.
Des ambitions à leur zénith en bord de Maine. Place forte historique du centre droit, la première circonscription du Maine-et-Loire, qui compte le centre-ville d'Angers, est à prendre. Le député sortant, Mathieu Orphelin, ne se représente pas. Candidat d'Emmanuel Macron, François Gernigon, maire d'une commune de la métropole, s'affiche avec des dirigeants de start-up. Vous êtes sur le site de la French Tech depuis combien de temps? Ah non? Ok. À ses côtés, sa suppléante est adjointe au maire d'Angers, Christophe Béchu. L'ombre du nouveau ministre n'est jamais loin, une filiation revendiquée par le candidat. Le soutien au président de la République est réel, sans aucune difficulté, son programme me correspond. Le soutien d'Édouard Philippe est réel. Le soutien aussi d'autres personnalités comme Roselyne Bachelot, comme bien sûr localement Christophe Béchu. Voilà, ce sont des soutiens qu'il fallait montrer, mettre en avant, parce que ce sont des soutiens réels. Bonjour, enchanté de Roch Brancourt, je suis adjoint au maire et je suis candidat aux élections législatives. D'accord. Lui aussi met en avant sa proximité avec Christophe Béchu, membre de l'équipe municipale et candidat pour les Républicains. Roch Brancourt assume son « en même temps » dans une circonscription où Valérie Pécresse n'a réuni que 5% des voix à la présidentielle. Ça sert à quoi un député? C'est un godillot, c'est une chambre d'enregistrement, l'Assemblée nationale, ou c'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée, qui va apporter quelque chose, qui va nous représenter avant de représenter le gouvernement. Vous voyez, il y a cette différence-là. Et moi, ce que je propose à nos électeurs, aux habitants de cette circonscription, c'est de choisir un député à travers ma candidature qui les représentera eux. Tu as remarqué que je ne vais pas... Rencontre fortuite entre deux candidats. Elle est bonne enfant la campagne entre vous. On va pas se taper dessus non plus. Hein. Ils se côtoient au conseil municipal, mais Arash Saïdi est dans l'opposition. Investi par la Nouvelle Union Populaire, ce commerçant croit en la victoire. Le bloc de gauche a réalisé son meilleur score du département dans cette circonscription de tradition modérée. Mais pour cet ancien socialiste, la photo de Jean-Luc Mélenchon n'est pas un repoussoir. Il y a quand même 22% des Français qui se sont rassemblés derrière son nom, qui nous ont incités à nous rassembler avec l'Union Populaire et avec Jean-Luc Mélenchon. Donc non, on est plutôt bien accueillis, c'est plutôt bien pris, et puis il porte un discours de rupture avec un libéralisme qui fait des ravages aujourd'hui. Au total, 8 candidats se présentent dans cette circonscription où le Rassemblement national espère pour la première fois dépasser la barre des 10%. Voilà, le parti Horizon au banc d'essai sur cette première circonscription du Maine-et-Loire. Qu'est-ce que c'est que cette Béchu-mania ? C'est assez logique dans un territoire où Christophe Béchu a tout fait depuis des années pour avoir le contrôle politique. Évidemment, tous ceux qui se présentent, d'autant plus que c'est porteur, pour eux, le revendiquent assez logiquement. Et le candidat officiel d'Horizon, il a vraiment toutes les chances ou ça va être très difficile ? C'est une circonscription qui va être assez challengée, donc ça va se faire sans doute à peu de différence. C'est possible pour lui, mais c'est loin d'être fait. Un mot très rapide sur la gauche quand même. Où est passée la gauche dans le Maine-et-Loire ? Mais il y a eu une crise de la gauche très particulière à Angers depuis plusieurs années. Elle a beaucoup de mal à se reconstruire et à se Aucune figure n'émerge. Et du coup, il y a effectivement un peu une absence de figure importante. Alors, cette première circonscription, c'est celle, on l'a dit, de Mathieu Orphelin, député écologiste, élu il y a 5 ans sous la bannière La République En Marche. Avant de claquer assez rapidement la porte du parti, il a décidé de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. Il s'en explique dans un livre en guise de programme inachevé. Ça s'appelle « À quand l'écologie en grand ?» Virginie Charbonneau l'a rencontré. Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour, merci de l'invitation. On se retrouve ici pour cet entretien en pleine nature. Ça tombe bien, vous allez avoir le temps d'en profiter un petit peu plus puisque vous avez décidé, donc je propose de vous asseoir ici, de décrocher, de ne pas être candidat pour un second mandat de député pour la première circonscription du Maine-et-Loire. Et dans le même temps, vous publiez ce livre, À quand l'écologie en grand ? C'est un livre de témoignages, on en parlera dans un instant, mais aussi un livre avec plein de propositions très concrètes, presque un programme. C'est étonnant de sortir un livre comme ça, on dirait que vous avez encore des choses à faire en politique. Pourquoi arrêter ? Ce qui est sûr, c'est qu'il reste beaucoup à faire en politique pour porter ces enjeux de préservation du climat, préservation de la biodiversité, de solidarité. Et donc, il est temps pour moi de transmettre. Et ce livre, s'il y a autant de propositions pour la suite, c'est aussi parce que c'est un livre à destination des nouveaux députés pour leur montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu aussi pendant ce combat. C'est presque un manuel pour vous dire voilà ce qui reste à faire. Est-ce que, aussi on peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous ne le portez pas vous-même, ce programme, ces projets ? Est-ce que vous aviez peur de perdre ? J'avais pas vraiment peur de perdre.
au régional. J'ai perdu la région, mais dans ma circonscription, on fait 44%, là où la majorité fait entre 7 et 8%. Donc, mais vous savez, il ne faut pas s'accrocher à la politique. Je continue à dire, moi, que je n'avais pas envie de devenir un professionnel de la politique Vous aviez comme un seul les mandat. autres. Oui, bon, j'avais dit que j'en ferais qu'un. Finalement, j'ai Vous avez hésité, tout je vous ça. l'avoue, hein, parce que j'avais envie d'y aller, j'aime la politique, j'avais fait des bons scores au régional, et puis j'avais envie de continuer à porter ces combats dans ce lieu magique et si important pour la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Alors Mais à un justement- moment, il faut aussi transmettre. Bon, justement, vous dites si certains députés pensent n'avoir servi à rien, ce n'est pas mon cas. Malgré tout, on a l'impression qu'en tant que député, même dans la majorité, ce qui était votre cas au début, eh bien, ce n'est pas là qu'on peut faire bouger les choses. Est-ce que c'est aussi ce qui vous a amené à ne pas repartir pour un deuxième mandat? Pas du tout. Je reste persuadé, je le montre d'ailleurs dans le livre, à la fin, il y a un tableau avec ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, ce qui reste à gagner. J'ai gagné beaucoup de choses, y compris quand j'étais dans la majorité, y compris après, quand j'ai quitté. J'ai co-présidé un groupe écologiste et on a réussi à porter les combats, souvent collectivement bien sûr, et à gagner de premières choses pour le climat, pour la biodiversité, pour la solidarité. Donc Et, c'est un mandat qui peut peser. On peut peser oui, en tant y que compris député. dans le déséquilibre actuel où l'exécutif est beaucoup trop fort, ne laisse pas assez de place au pouvoir législatif. Mais même dans ces conditions-là, l'Assemblée, ça sert. Et je note que beaucoup de députés qui arrêtent, il y en a plus d'une centaine, disent on n'a servi à rien, notamment des députés de la majorité qui se sont contentés, C'est pas pour votre cas, certains, vous dites. de lever la main pour voter comme on leur demandait de voter. Non, moi je me suis battu. Alors bien sûr, ça a été dur, je me suis payé beaucoup de pression, beaucoup de coups bas. Mais je suis fier d'avoir porté ces combats-là, parce qu'il n'y a que les combats qu'on ne porte pas qu'on est sûr de perdre. Donc vous ne les ferez plus en politique. On n'est pas très loin du conseil régional ici à Nantes. Vous allez rester conseiller régional, même si vous n'êtes plus député? C'était important que je sois là la première année. J'étais au début co-président de groupe. Maintenant, depuis quelques mois, Lucie Etonneau assure la présidence du groupe toute seule et ça se passe très bien. Il est temps là aussi, il n'y a pas d'urgence, mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que je passe la main et puis qu'une nouvelle génération arrive. Donc vous abandonnez la politique définitivement? Ou c'est juste une pause dans votre vie? C'est une très longue pause. C'est une très longue pause. Je sais que les prochaines années, je serai plus utile ailleurs qu'en politique. Alors où justement? Est-ce que vous serez un lobbyiste, ceux que vous avez tellement critiqués? Est-ce que vous passerez de l'autre côté pour être lobbyiste pour l'environnement? Lobbyiste pour des intérêts privés, sûrement pas. Et ça, c'est clair. Vous ne me verrez pas chez Total ou dans d'autres entreprises de ce type-là. Maintenant, je regarde, je commence à chercher, retourner dans le monde associatif, pourquoi pas, ça me conviendrait bien, ou retourner. Moi, ce qu'il faut, c'est que je défende des causes pour l'intérêt général. Et on peut le faire aussi bien à l'extérieur de la politique que dans un mandat? Oui, il y a beaucoup de gens qui essayent d'opposer, dire il vaut mieux être en politique, ou mieux être dans les associations, ou mieux être dans les collectivités. Moi, je pense qu'il faut des gens pour porter ça partout. Et il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les autres modes d'engagement, mais vous me connaissez, moi, ce qu'il me faut, c'est quelque chose qui porte ces combats-là, et donc on va voir dans les prochaines semaines. Donc à suivre. Je ne pars pas à la retraite. Hein. Dans votre livre, non, vous êtes encore un peu jeune. Voilà, hein. et je suis contre la retraite à Partir 65 ans, évidemment. Dans votre livre « À quand l'écologie en grand », vous dites d'ailleurs avoir adoré chaque jour de votre mandat. Et pourtant, vous reconnaissez qu'il y en a eu des difficiles certains jours. Vous revenez notamment sur votre burn-out en 2019. Est-ce que ça vaut la peine d'être élu député quand on s'use la santé, comme vous le décrivez, sans forcément faire passer toutes les lois qu'on souhaite faire passer? Si j'ai parlé de mon burn-out, j'en suis sorti, ça a été bien diagnostiqué, les médecins m'ont super bien accompagné, donc voilà, c'est derrière moi, mais c'est surtout pour sensibiliser sur cette maladie sur laquelle on sait bien il y a un tabou en France. Ça peut arriver dans n'importe quelle profession, n'importe quelle fonction, ça touche 50 000 personnes avec des burn-out graves chaque année, et puis il y a 1 500 000 salariés qui sont en situation de risque. Témoigner, parce que C'était c'est pas pour propre à la témoigner. politique, mais la Non. politique, c'est un milieu extrêmement dur. Oui, c'est un milieu très dur. Et puis moi, je voulais être le bon élève partout, être là le jour, la nuit, porter plein d'amendements, défendre toutes les causes. À un moment, le corps, et puis moi j'avais bossé à fond pendant 25 ans, le corps dit stop. Et vous n'avez pas voulu voir les petits signaux. Et vous savez, j'ai reçu des centaines de messages de gens qui m'ont dit merci d'avoir témoigné. Parce que nous, on a fait des burn-out il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. On n'a jamais osé en parler. Il y a un tabou, il y a une sorte de honte. Eh bien, merci d'avoir contribué à briser ça pour qu'on fasse de la prévention sur cette maladie-là. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est pas propre à la politique. Un mot de politique quand même, Emmanuel Macron, il a décidé de mettre l'écologie dans ses priorités des priorités. Est-ce que vous y croyez cette fois, vous qui l'aviez suivi il y a 5 ans? Mais dans l'entre-deux tours, bien sûr, il y a beaucoup de stratégie électorale dans tout ça, mais il dit il faut qu'on en fasse 2 fois plus. On n'en a pas fait assez.
Mais c'est ce que je lui disais depuis le premier jour du mandat. Elle reprenait toutes mes déclarations. Je disais, on n'est pas au bon rythme. Quand je pars au bout de 15 mois de la majorité, c'est en disant on est au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition écologique. Mais est-ce que vous y croyez donc maintenant, cette fois? Vous avez confiance? je prends. Moi, je crois ce que je vois. Et donc pour l'instant, il y a eu ces déclarations-là. Les premières semaines du nouveau gouvernement, c'est pas terrible sur l'écologie. On voit qu'ils ont coupé le grand ministère en deux. On voit qu'il n'y a aucune mesure forte pour l'instant. On voit même des mesures qui vont complètement dans le sens inverse, puisque autoriser à faucher toutes les jachères, un arrêté qui a été pris par le gouvernement la semaine dernière, eh ben c'est très mauvais pour la biodiversité, pour les oiseaux, pour les insectes. On sent bien votre scepticisme. Oui, mais moi, encore une fois, je suis là pour la réussite du pays. Donc si ça va dans le bon sens, vous savez, vous pouvez compter sur moi pour que je le dise. Mais il me faut des actes. Merci beaucoup Mathieu Orphelin d'avoir participé à cet entretien pour Dimanche en politique. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « À quand l'écologie en grand ?» et c'est chez Rue de l'Échiquier. On vous souhaite bien une bonne poursuite de carrière, qu'elle soit politique ou autre. Merci. Vous aussi. Voilà, Mathieu Orphelin qui quitte la vie politique. Pourtant, il nous dit qu'il y croit encore. C'est un peu paradoxal. Est-ce qu'on peut changer les choses quand on est à l'Assemblée nationale, à une semaine du scrutin ? Je pense qu'il faut avoir en tête deux dimensions. Il y a une dimension, le système français est politiquement très vertical, c'est la volonté du président qui est déterminante et quelque part les députés ne sont que des acteurs de second rang. Donc quand on se fait dire si on veut porter une orientation politique nouvelle, c'est quasiment impossible. Et c'est un mandat ingrat. En revanche, ce qu'il dit en témoigne, si on veut s'investir sur une cause en étant très compétent dessus, alors là, il y a des marges d'action où le député sert à quelque chose. Mais porter un nouveau discours politique, c'est pas le lieu quelque part. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Leclerc, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Je vous retrouverai évidemment dimanche prochain pour commenter avec Virginie Charbonneau cette soirée électorale. Soyez au rendez-vous, ce sera à partir de 19h sur France 3, Pays de la Loire. Passez une très très bonne journée.